grand mystère de l'Égypte ancienne. Une quête qui se poursuit depuis des années. Que sont devenus la superbe Néfertiti, son mari Akhenaton, le pharaon iconoclaste, et le reste de leur famille? Aujourd'hui, une nouvelle méthode d'investigation commence à répondre à ces questions. Une équipe internationale de chercheurs a apporté la technologie du scanner dans la vallée des rois pour une première historique. Leur but, découvrir si l'une de ces momies est celle de Néfertiti, si ce squelette est celui d'Akhenaton, et s'ils ont enfin découvert les plus proches parents du célèbre pharaon Toutankhamon. Se pourrait-il que l'enfant roi ait joué un rôle dans ce regroupement familial? L'équipe se lance dans la résolution d'une énigme vieille de plus de 3000 ans. Le mystère de Néfertiti et de la dynastie perdue. Le Caire, capitale de l'Égypte, une cité pleine de secrets et de mystères non résolus. À l'intérieur du musée du Caire, le docteur Zahi Hawass, le plus éminent archéologue du pays, est sur la trace d'une famille disparue, l'étrange dynastie perdue d'Amarna. C'est une histoire remarquable qui intrigue les égyptologues depuis des siècles. Pour moi, Amarna est comme une pièce de théâtre qui n'aurait pas de fin. Des mystères, des conflits, des drames, des jalousies, des meurtres, des vengeances, on a tout ça dans une seule pièce. Les personnages sont des figures clés de l'histoire égyptienne, une famille née pour régner. Au centre, une reine fascinante, une beauté légendaire, Néfertiti, la plus célèbre des grandes épouses royales d'Égypte. Son époux, le pharaon Akhenaton. À leur côté, une princesse consort, une belle-mère influente. Et une histoire d'amour complexe qui se soldera par la naissance du célèbre pharaon Toutankhamon. Tout commence ici, à El Amarna, il y a 3300 ans. Une période révolutionnaire va ébranler les fondements de l'Empire égyptien. Elle durera moins de 20 ans. Mais ces 2 décennies vont remodeler toute la structure politique et religieuse de l'Égypte. Akhenaton et Néfertiti dépouillent le clergé de ses privilèges, abattent les statues des anciens dieux comme Amon et établissent la première religion consacrée à un seul dieu, Aton, représenté par le disque solaire. C'est une nouvelle liturgie dont le grand prêtre est le pharaon lui-même qui communique directement avec son dieu. Le couple va jusqu'à transférer la capitale de Thèbes, en plein désert, à El Amarna. En l'espace de quelques années, il piétine 1000 ans de tradition égyptienne, ce qui n'a certainement pas manqué de lui attirer l'animosité de la vieille garde. Amarna connaît une brève période de grandeur et s'effondre. Le rêve et la capitale du couple royal sont anéantis. Néfertiti disparaît et bientôt sa famille tombe dans l'oubli. Que leur est-il arrivé? Où repose-t-il? Les réponses se trouvent peut-être là. La vallée des rois. Une équipe d'experts en médecine légale est sur la piste de Néfertiti et de la dynastie perdue d'Amarna. Menée par le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, ils viennent voir un mystérieux tombeau, le KV35. À l'intérieur d'une petite chambre latérale, 2 momies. Elles reposent là depuis des siècles, sans cercueil, sans bandelette. Certains croient qu'elles ont été déplacées et cachées ici par des prêtres dans le but de les protéger des pillards de tombes.
Chacune de ces momies a été attribuée à un moment ou à un autre à la reine Néfertiti. Certains ont prétendu que c'était la momie de droite, surnommée la vieille dame. Mais la presse internationale a récemment annoncé que c'était celle de gauche, baptisée la jeune dame. Certains spécialistes prétendent que cette momie est celle de la reine Néfertiti. Un scientifique n'annonce pas une telle découverte sans être sûr à 100% que c'est bien la momie de la reine Néfertiti. Nous sommes maintenant au début d'une enquête scientifique qui utilisera pour la première fois un scanner capable de voir à l'intérieur de la momie. L'équipe est venue chercher des réponses. Son objectif, apporter la preuve scientifique qui permettra d'établir si l'une ou l'autre de ces momies peut être celle de Néfertiti. C'est une expérience innovatrice qui utilise un matériel de pointe, un scanner. Un diagnostic du XXIe siècle pour résoudre un mystère de 3000 ans. Dans le cadre des premières analyses tomodensitométriques effectuées sur des momies royales égyptiennes, cette technique non invasive permet aux chercheurs d'avoir une vision tridimensionnelle détaillée de l'intérieur d'un corps sans risquer de l'abîmer. Le docteur Hawass a demandé à deux experts en radiologie, le docteur Ashram Salim et le docteur Hani Amer, de participer aux recherches. C'est une momie mystérieuse. Mais aujourd'hui, nous allons peut-être savoir si c'est celle de Néfertiti ou pas. Depuis plusieurs années, l'éventualité que la supposée jeune dame soit Néfertiti est l'objet d'une vive controverse. Certains spécialistes avancent plusieurs indices à l'appui de cette théorie. Le plus important, un bras retrouvé à proximité. La main tenait autrefois un sceptre, le symbole du pouvoir ultime dans l'ancienne Égypte, l'apanage d'un pharaon ou d'une reine. D'autres indices, l'empreinte d'un bandeau sur le front et les oreilles percées de 2 trous, semblent correspondre au dernier portrait de la reine. Mais la plupart des chercheurs estiment que ce sont des preuves purement circonstancielles. Quand j'ai appris la nouvelle de la découverte de Néfertiti, je me suis dit que c'était n'importe quoi. En l'état actuel des choses, il n'y a aucune chance que cette momie soit celle de Néfertiti. Il y avait un grand nombre de princesses à cette époque. Une centaine probablement. Ça pourrait être n'importe laquelle d'entre elles. Néfertiti n'était pas n'importe quelle princesse. Pour retrouver sa trace, il faut comprendre qui elle était. L'une des grandes figures mythiques du monde antique. Issue d'une famille noble, elle s'est transformée en une magnifique jeune fille qui a été choisie par le pharaon Akhénaton pour devenir sa grande épouse royale. Leur amour a nourri la légende gravée sur les pierres d'Égypte. Le couple a eu 6 filles. Selon certains experts, Akhénaton a peut-être élevé l'amour de sa vie non seulement au rang d'épouse et de reine, mais peut-être aussi à un poste de pouvoir, celui de co-régente. Akhénaton voulait que Néfertiti soit perçue comme la personne qui partageait le pouvoir avec lui. On trouve quelques reliefs qui la montrent, ce qui est très inhabituel, en train de terrasser les ennemis de l'Égypte, comme si elle était sur un pied d'égalité avec son mari dans le domaine militaire. Qu'ils aient ou non régné ensemble, ils ont partagé le même sort et ils ont disparu dans les sables d'Amarna. Aujourd'hui, le docteur Hawass et son équipe sont prêts à analyser les résultats radiologiques. Le scanner ne fonctionne pas comme un appareil à rayons X. Il révèle toutes les caractéristiques de l'âge, des maladies, parce qu'il nous fournit 1700 clichés par momie. Les égyptologues débattent depuis longtemps des caractéristiques, même les plus élémentaires, de la momie de la jeune dame. Aujourd'hui, grâce au scanner,
cette équipe a une chance d'obtenir de nouveaux renseignements. Il y a de nombreuses questions qui demandent une réponse. Quand les premières images s'affichent, les scientifiques les comparent à la liste établie des renseignements nécessaires pour confirmer l'identification de Néfertiti. Sexe féminin. Âge 30 à 40 ans. Dynastie 18e. Cou allongé. Pommettes saillantes. A donné le jour à 6 filles. Même le sexe du cadavre n'est pas immédiatement reconnaissable. Il n'y a pas d'organes génitaux. Ils ont vite la confirmation que c'est une femme. Ce n'est absolument pas un garçon. C'est très certainement une femme. Les mesures prises sur le bassin révèlent que cette momie est celle d'une femme qui aurait pu porter des enfants. Les dents de sagesse, l'usure et la détérioration des os indiquent qu'elle pourrait avoir l'âge de Néfertiti. Je dirais que ce sont les dents de sagesse, là, sur la droite. En ce qui concerne son âge, elle a plus de 22 ans. L'âge maximum, je ne peux pas le certifier pour l'instant, mais je pense qu'on peut l'évaluer entre 22 et 40, 45 ans maximum. C'est un très bon début. Et je pense que nous saurons d'ici une semaine si cette momie est réellement celle de Néfertiti ou pas. Quand l'équipe commence son travail d'identification, elle s'intéresse à un indice crucial. Un membre arraché, plutôt un avant-bras qu'un bras complet, qu'on a retrouvé enveloppé dans des linges à proximité de la momie. On dirait le bras d'une reine. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de la théorie selon laquelle cette momie serait celle de Néfertiti. Mais quelques heures plus tard, le docteur Hani fait une découverte étonnante. Le bras royal ne s'adapte pas à ce corps. Par contre, un autre bras retrouvé lui aussi à côté de la momie semble mieux convenir. L'enquête va prendre une tournure surprenante. Une momie inconnue dans une mystérieuse tombe. Un lobe percé de 2 trous. Un bras royal replié. Ensemble, ils forment la base d'une théorie controversée qui veut que cette momie soit la beauté disparue, la reine Néfertiti. À mesure qu'elle analyse les résultats du scanner, l'équipe commence à douter de la validité de cette identification. Le bras leur pose un problème. Il a l'air de correspondre. Il a certainement une allure royale. Le poing qui était peut-être serré autour du sceptre royal et le bras replié vont à l'appui de cette hypothèse. À l'époque de Néfertiti, 1 ou 2 bras croisés sur le torse étaient la marque de la royauté. Une princesse aura les bras tendus le long du corps. C'est le bras replié qui transforme la princesse en reine. Quand on ajoute à cela la qualité du lin, c'est ainsi que les embaumeurs montraient qu'ils momifiaient un personnage particulièrement important. Mais les dimensions de ce bras royal ne correspondent pas tout à fait à celles de cette momie. Nous ne pouvons pas avancer que ce bras manquant, ou ce 3e avant-bras, appartient à cette momie. Le bras tendu retrouvé près du corps semble beaucoup mieux convenir. Aurait-on identifié Néfertiti à partir du mauvais bras? L'équipe décide de vérifier quel membre appartient à ce corps en utilisant les toutes dernières innovations en matière d'imagerie informatique pour résoudre une affaire qui date de 1300 ans avant Jésus-Christ. Alors que les équipes précédentes pensaient que ce bras était trop long, quand les docteurs Hani et Ashraf le mesurent, ils se rendent compte qu'une fois la fracture réduite, il a pratiquement la même longueur que le bras gauche encore attaché au corps de la momie. Une correspondance parfaite. Quant au supposé avant-bras royal, il n'a pas les bonnes proportions. Il ne correspond tout simplement pas. Je peux vous assurer que ce n'est pas son bras. Non? Non, à 100%. Très bien.
J'en suis sûr. Ce qui signifie que quand on regarde ses mains, on voit que ce n'est pas la momie royale de notre reine. Donc, ce n'est pas Néfertiti. Le scanner apporte la preuve incontestable que l'avant-bras royal n'appartient pas à cette momie. C'est un indice d'une importance capitale. Il nous dit que cette momie ne peut en aucun cas être celle de la reine Néfertiti. Il va falloir chercher ailleurs. Maintenant qu'elle a la preuve que la jeune dame n'est pas Néfertiti, l'équipe retourne dans la vallée des rois. Non loin de la tombe numéro 35, à moins de 150 mètres de là, se trouve une autre chambre funéraire qui date elle aussi de la période amarnienne. Peter Lacovara est un membre du projet des tombes royales d'Amarna. Son objectif, rechercher dans la vallée les sépultures amarniennes disparues. Cette quête l'a conduite à une tombe appelée KV55. La tombe numéro 55 est l'une des plus intrigantes et des plus sujettes à controverse qu'on ait jamais découverte dans la vallée. Elle est grossièrement taillée et manifestement inachevée. Nous sommes dans le puits d'entrée. Il est très bien creusé et maçonné. Il donne sur un très long couloir, en pente, qui, dans une tombe royale plus élaborée, serait bordée d'une série de chambres latérales. Mais celle-ci n'est manifestement pas terminée. En 1907, les archéologues y ont retrouvé un sarcophage étincelant qui contenait une momie royale d'Amarna. Mais bizarrement, le visage et le cartouche du sarcophage avaient été martelés. On sait que les tombes de la plupart des hauts personnages d'Amarna ont été vandalisées après leur mort. Pourrait-il s'agir de Néfertiti? Certains spécialistes pensaient que c'était son mari Akhenaton, le roi hérétique, qui avait apporté la révolution en Égypte. Les indices retrouvés étaient déroutants. Le contenu de la tombe était recouvert d'inscriptions au nom de personnages royaux, une sorte de who's who d'Amarna, tous membres de la même famille étendue. Il y avait les noms d'Akhenaton, de la reine Tiyi, sa mère, et de Kiya, sa deuxième épouse. Et tous ces noms étaient reliés au pharaon Toutankhamon. Le légendaire enfant roi était très certainement le fils d'Akhenaton. Il a hérité du fiasco d'Amarna. Il a succédé à Akhenaton et Néfertiti. Pourrait-il y avoir un lien entre Toutankhamon et le sarcophage royal de cette mystérieuse tombe? Le sarcophage était posé à même le sol. Il était recouvert de gravats qui étaient tombés du plafond. Il y avait des fragments du mausolée empilés le long des murs et les vases canopes étaient aussi posés sur le sol. Tout ça était en désordre quand il a été découvert. Le squelette est visiblement celui d'une momie royale de la période amarnienne. Son identité reste un mystère. Mais s'il était résolu, cette identification pourrait fournir des indices cruciaux sur l'histoire tumultueuse de la dynastie amarnienne. Les enquêteurs doivent suivre la piste de la momie jusqu'au Caire. C'est là, au musée du Caire, que repose le mystérieux squelette du KV55. Les archéologues l'ont amené ici il y a près d'un siècle. Et aujourd'hui, le docteur Zahi Hawass l'a préparé pour être examiné. Les chercheurs ont déjà confirmé que cette momie date bien de l'époque de Néfertiti. Le docteur Hawass veut découvrir si elle peut détenir la clé du mystère de la dynastie d'Amarna. Nous allons déplacer la momie retrouvée dans le KV55 de la vallée des rois pour la passer au scanner. Toute momie provenant de la période amarnienne est rare et précieuse. Mais si l'on en croit la théorie du docteur Hawass, celle-ci pourrait s'avérer d'une importance particulière.
L'examen au scanner nous permettra de mieux connaître cette momie. Les radiographies qui avaient été faites auparavant révélaient peu de détails. C'est la première fois que cette momie est sortie du musée et placée dans un scanner hors du musée pour nous aider à mieux connaître les personnes apparentées à Néfertiti. Sur la piste d'une mystérieuse famille amarnienne, Zahi Hawass se rapproche de la solution. Les égyptologues débattent de l'identité de la momie du KV55 depuis 1907. Mais aujourd'hui, le docteur Hawass dispose de la technologie qui l'aidera à déterminer à quel personnage royal d'Amarna elle appartient. Peut-on envisager que cet examen révèle aussi le nom des autres momies non identifiées? Quand le corps est introduit dans le scanner, les rayons X génèrent une série de coupes transversales de moins d'1 millimètre d'épaisseur, plus de 1500 pour la totalité du corps. L'ordinateur transcrit les données recueillies sous forme d'images tridimensionnelles d'une précision quasi microscopique. Lorsque les premières images apparaissent, même le premier balayage donne des résultats. Premier renseignement, ce squelette est de sexe masculin. Les mesures prises sur la mâchoire, le front et les os du bassin le confirment. De toute évidence, cette momie n'est pas celle de Néfertiti. Mais il faudra plus de temps pour découvrir son propriétaire. Une semaine plus tard, le docteur Hawass revient voir ce que les radiologues ont trouvé. Nous allons voir les résultats maintenant. Le plus important dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est que premièrement, on peut dire que la momie du KV55 peut avoir 25 ans, peut-être plus, mais pas moins. Parfait. Entre 25 et 40 ans, c'est un indice important qui réduit les possibilités. Deuxièmement, le deuxième indice est encore plus révélateur. L'étrange forme ovoïde du crâne. En langage d'expert, c'est un sujet dolicocéphale. Or, il présente une ressemblance frappante avec un célèbre pharaon, Toutankhamon. le KV55 ressemble à Toutankhamon avec son crâne allongé. La ressemblance entre les deux crânes n'est pas simplement proche, elle est troublante. Il n'y a qu'une fraction de centimètre de différence. À droite, vous avez la momie de Toutankhamon, et celle-ci est celle du KV55. Elles ont toutes les deux une boîte crânienne allongée, ce que nous appelons une dolicocéphalie. Elle est visible dans toute l'iconographie de cette époque. Ce crâne allongé semble être le signe distinctif des membres de la famille royale d'Amarna, du patriarche Akhenaton à chacun de ses enfants. Mais ce n'est qu'une des nombreuses similitudes relevées sur la momie du KV55 et celle de Toutankhamon. La mâchoire et les pommettes sont presque identiques. Pour ce qui concerne la forme du maxillaire, c'est la copie conforme. Les deux squelettes présentent une légère scoliose de la colonne vertébrale et des dents de sagesse incluses. Sur la droite, au niveau du maxillaire supérieur, la dent de sagesse est incluse. Comme celle de Toutankhamon. Mais le plus troublant, c'est que la momie mystère et celle de Toutankhamon présentent une fente palatale qui semble parfaitement correspondre. Au cours d'un développement normal, la partie gauche et la partie droite fusionnent. Il arrive que cette fusion soit incomplète. Dans le cas de Toutankhamon, c'est une toute petite fente et c'est la même chose pour la momie du KV55. Un palais fendu. Un crâne dolicocéphale. Ce sont des caractères qui peuvent se transmettre de père en fils. D'un père comme Akhenaton à un fils comme Toutankhamon. L'équipe a-t-elle identifié le pharaon disparu Akhenaton? Une nouvelle analyse du sarcophage du KV55 offre des indices surprenants à l'appui de cette thèse. Bien que le cartouche qui identifie la momie ait été martelé, il reste des traces du nom qui y était inscrit. Des fragments de feuilles d'or de l'intérieur du sarcophage
et les hiéroglyphes qui entourent le cartouche renvoient tous au même nom, Akhenaton. Sir Alan Gardner, qui est l'un des plus grands spécialistes dans le domaine de la langue des hiéroglyphes, a relevé les inscriptions de ce cercueil. Il les a soigneusement étudiées et il a annoncé que c'était bien le cercueil d'Akhenaton. Le docteur Zahi Hawass et son équipe ont maintenant suffisamment d'éléments pour affirmer qu'ils ont retrouvé Akhenaton. C'est une très bonne conclusion. Cela signifie que nous pouvons maintenant dire que la momie du KV55, en nous fondant sur ses indices, sur la tranche d'âge de 25 ans, sur les inscriptions retrouvées sur le cercueil, pourrait être celle d'Akhenaton. Même si les experts ne peuvent en avoir la certitude absolue, ils peuvent déjà dire qu'il y a de fortes probabilités que cette momie soit celle d'Akhenaton, l'époux disparu de Néfertiti, le père de Toutankhamon, Akhenaton. Découvert dans la tombe KV55, à moins de 30 mètres de celle de Toutankhamon. Comment s'est-il retrouvé là? Est-ce Toutankhamon qui a rapatrié le corps de son père pour qu'il repose à ses côtés dans l'éternité? Dans ce cas, les mystérieuses dames du KV35, la jeune et la vieille, détiennent peut-être d'autres réponses. L'enquête entre dans une nouvelle phase. Une découverte surprenante, une théorie innovante. À présent, l'équipe reporte son attention sur les mystérieuses momies du KV35. Dans le laboratoire, les experts en médecine légale examinent le crâne de la jeune dame. Ils savent que ce n'est pas celui de Néfertiti, mais ils ignorent à qui il appartient. Certains ont supposé que c'était une princesse amarnienne. De fait, elle a été momifiée selon les rites royaux. Mais il y a un indice qui est trop flagrant, trop choquant pour qu'on l'ignore. Une lacération de la joue. Une plaie si évidente qu'elle est visible à l'œil nu. Certains égyptologues ont avancé que la blessure avait été faite après la mort, après la momification, probablement par des pilleurs de tombes qui avaient profané le cadavre de Néfertiti. Mais le docteur Hawass en doute. Si je sais que c'est la momie de Néfertiti et que je veux me venger d'elle, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je m'en prendrais à une momie qui est incapable de se défendre en ne m'attaquant qu'à cette partie? Qu'est-ce qui m'empêche de la défigurer? Qu'est-ce qui m'empêche d'endommager son corps, de prendre le cadavre et de le jeter? Cela n'est absolument pas la preuve d'un acte de vengeance. Les données du scanner soulèvent des questions intéressantes. Oui, j'ai un autre indice ici. Un autre indice. Alors que la mâchoire est brisée, on ne trouve aucune trace de fragments osseux ou tissulaires dans les bandelettes. Par contre, ce que les radiologues observent sur les clichés du scanner, ce sont, profondément enfoncés dans les sinus, des fragments d'os et des morceaux de dents cassées. En voici un. Et en voici un autre. La cavité est recouverte d'une résine d'embaumement qui a scellé la plaie. Voici les dents et voici le produit qui a servi à combler la partie manquante. En d'autres termes, les os et les dents ont été brisés en premier et l'embaumement a eu lieu plus tard. Cela nous permet d'avancer l'hypothèse que cette blessure a été provoquée avant la mort. D'accord? C'est une affaire sérieuse. Nous devons pouvoir en tirer des conclusions formelles. Nous devons supposer qu'elle a été tuée ou assassinée. Une blessure aussi profonde a forcément été provoquée par un objet lourd qui a projeté des fragments osseux à l'intérieur du crâne. Les embaumeurs égyptiens ont alors eu la tâche délicate de préparer le corps pour sa vie dans l'au-delà.
Ils ont dû nettoyer la plaie et recouvrir la partie défigurée de résine et de matériaux d'embaumement. À en croire les clichés qui sont devant moi, les fragments osseux manquants sont enfoncés plus profondément que les matériaux utilisés pour combler la partie arrachée. Ce qui signifie que ces fragments étaient déjà là et qu'ensuite, les embaumeurs ont rebouché la cavité pour obturer la plaie. L'équipe repère aussi une lacération importante sur la partie gauche de la cage thoracique. Elle commence à soupçonner un assassinat. Cette blessure semble avoir été infligée avant la mort, parce qu'on a une perte de tissu dans cette zone et du matériau d'embaumement qui recouvre toute la zone. En examinant la mâchoire, les chercheurs trouvent aussi la trace d'un hématome, un épaississement du sang consécutif à la rupture des vaisseaux sanguins. Il se produit uniquement quand une personne est vivante. C'est une forte présomption d'un coup mortel, la preuve d'un assassinat ou d'un tragique accident. Une possible victime d'assassinat. Qui se cache derrière cette momie? Le crâne de la jeune dame n'est pas allongé comme celui d'Akhenaton, mais il présente plusieurs caractéristiques frappantes. L'arrière de la boîte crânienne est asymétrique. On note aussi une hypertrophie de la partie gauche. On remarque également un os singulier, un petit fragment supplémentaire entre les deux plaques occipitales. On ne connaît qu'un seul membre de la famille royale d'Amarna qui présente des anomalies similaires, Toutankhamon. L'équipe envisage la possibilité que la jeune dame ait été la mère de Toutankhamon. Qui est-ce et que lui est-il arrivé? Néfertiti n'était pas la seule épouse d'Akhenaton. Comme la majorité des pharaons, il avait aussi pris une épouse secondaire. Elle s'appelait Kiya. Elle n'était probablement pas égyptienne, peut-être une princesse étrangère. Elle avait reçu le titre d'épouse très aimée. Qui sait la réaction que cette nouvelle venue a déclenchée à la cour royale? Après tout, Néfertiti et Akhenaton ont eu 6 filles, mais aucun héritier mâle. Lorsque Kiya est apparue, et qu'elle a peut-être donné un fils à Akhenaton au milieu de son règne, ce bébé qui deviendrait le roi Toutankhamon, qui sait ce qu'a éprouvé Néfertiti et quelle a été sa réaction? Zahi Hawass croit qu'au lieu de considérer Kiya ou son bébé comme des rivaux, Néfertiti a peut-être profité de l'occasion d'avoir un héritier mâle pour l'élever comme le sien. Et plus tard, elle s'est assurée qu'il épousait une de ses propres filles pour perpétuer la lignée royale. À mon avis, elle l'a élevé pour qu'il devienne roi d'Égypte. Comme il était très jeune, il avait besoin d'un adulte pour le superviser, et je crois que cet adulte était la reine Néfertiti. On n'a aucune idée de ce qui est arrivé à Kiya. Elle a disparu vers la 12e année du règne d'Akhenaton. Un grand nombre d'égyptologues supposent qu'elle est morte au moment de la naissance de Toutankhamon. Cette momie pourrait-elle être celle de la mère de l'enfant roi? Il est possible que cette momie soit celle de la mère de Toutankhamon. Elle s'appelait Kiya. Si cette momie est bien celle de Kiya, son emplacement répond à une certaine logique. Il est très probable que l'équipe ait identifié la tombe du père de Toutankhamon dans la vallée des rois. Se pourrait-il aussi qu'elle ait retrouvé sa mère? Les scientifiques décident maintenant de s'intéresser à l'autre momie du KV-35, celle que l'on surnomme la vieille dame. Leur but est d'établir son identité et la nature du lien qui l'unit aux autres. Cette vieille dame est certainement l'une des plus belles momies qu'on ait jamais découvertes, avec son visage délicatement sculpté et ses longs cheveux flottants. Rien d'étonnant à ce que des égyptologues comme le docteur Susan James aient cru que c'était celle de la belle Néfertiti.
Le docteur James est convaincu qu'elle présente une ressemblance physique frappante avec les bustes de Néfertiti. Elle est si minuscule. C'est merveilleux de venir ici et de voir ces momies pour la première fois. Absolument superbe. Elle a des traits si prononcés et si délicats. Elle a un visage magnifique. On voit qu'elle devait être très belle quand elle était en vie. Il y a aussi le philtrum qui va de la cloison nasale à la lèvre supérieure. La mâchoire inférieure carrée, le cou allongé que l'on retrouve sur les statues de Néfertiti. Sans compter la main gauche avec le pouce tendu, qui indique qu'elle tenait certainement un sceptre. La chevelure est particulièrement frappante et très insolite. Le docteur Susan James pense que ces indices indiquent que la vieille dame est bien Néfertiti. Mais il existe un indice contradictoire qui est tout aussi solide. Il provient de la tombe de Toutankhamon. Un minuscule cercueil sur lequel est inscrit le nom de la reine Tiye. À l'intérieur, une boucle de cheveux. En 1978, des chercheurs ont analysé cette mèche au rayon X. Puis ils ont prélevé un échantillon des cheveux de la vieille dame. Le résultat? Une concordance parfaite. Ce n'est pas Néfertiti, mais la grand-mère de Toutankhamon, la mère d'Akhenaton, la reine Tiye. Au fil des ans, les scientifiques ont contesté la précision de cet examen au rayon X. À présent, le docteur Hawass et son équipe s'en réfèrent au scanner pour trouver un indice concluant sur l'identité de la vieille dame. Au début, les images ont tout l'air d'étayer la théorie du docteur Susan James. La mâchoire carrée, les pommettes saillantes, le cou allongé distinctif. Le bras gauche rattaché au corps est visiblement replié dans une position royale. La technique d'embaumement est typique de la XVIIIe dynastie. Même les finitions de la momification paraissent plus sophistiquées que celles de la jeune dame. Mais d'autres détails apparaissent. L'équipe remarque une légère dégénérescence au niveau de la colonne vertébrale et des genoux qui laisserait supposer une tranche d'âge de 40 à 60 ans. C'est un peu trop vieux pour Néfertiti, mais tout à fait plausible dans le cas de la reine Tiye. Les historiens situent l'âge de sa mort aux alentours de 50 ans, ce qui correspond exactement au résultat du scanner. Pour le docteur Hawass, ces indices tentent à prouver qu'il s'agit bien de la reine Tiye. En me fondant sur l'hypothèse des radiologues et sur les indices qu'ils m'ont présentés, montrant que cette dame est décédée entre 40 et 50 ans, qu'elle a le style de la XVIIIe dynastie, qu'elle semble très bien préservée pour une momie, j'aurais envie de dire que ça pourrait être la reine Tiye. Tiye a été l'une des grandes reines de l'Égypte ancienne. Elle détenait un pouvoir personnel significatif. Elle a pu jouer un rôle clé à un moment crucial quand Amarna entamait son inévitable déclin. Le docteur Hawass voit en elle la belle-mère classique, la belle-mère de Néfertiti, avec toutes les frictions que cela peut entraîner. Cette femme a joué un rôle très important à la période amarnienne, parce que nous savons qu'à la 12e année du règne d'Akhenaton, Néfertiti disparaît. Et c'est juste à ce moment-là que la reine Tiye arrive à Amarna. La reine Tiye
a peut-être pressenti le danger qu'Akhenaton n'avait pas perçu. La révolution initiée par son fils était vouée à l'échec. Amarna courait au désastre. Je crois qu'Akhenaton n'avait aucune idée de ce qui se passait dans le reste de son pays. Et la reine Tiyi, sa mère, est venue le conseiller. C'est la même chose aujourd'hui. Quand la mère du mari vient s'installer chez le couple, il y a des frictions. Ça se passait déjà comme ça dans l'ancien temps. Les pharaons étaient des êtres humains comme nous. Quand la reine Tiyi est arrivée à Amarna, elle a envenimé les relations entre Akhenaton et Néfertiti. Néfertiti disparaît. Le mécontentement grandit en Égypte et le sort d'Amarna est incertain. Finalement, l'expérience amarnienne, le plus grand projet de réforme religieuse et sociale de l'Égypte ancienne, connaît un échec retentissant. Néfertiti et Akhenaton sont éliminés des gravures des temples. La capitale est démantelée, tout comme la religion et la structure politique créée par le pharaon. Plus tard, le jeune fils d'Akhenaton survivra pour régner, le dernier roi de la 18e dynastie. Ce n'est pas un simple pharaon, c'est le légendaire Toutankhamon. Fils d'Akhenaton, l'enfant roi hérite du trône et du chaos laissé par la révolution avortée de son père. À la suite d'une période trouble qui ne nous est pas bien connue, il prend le pouvoir et restaure les traditions égyptiennes antérieures à la période amarnienne. Il rétablit l'ancienne religion, restitue les privilèges du clergé et réintègre l'ancienne structure du pouvoir. Il revient même dans l'ancienne capitale et redonne naissance à l'Égypte qu'Akhenaton avait rejetée. Il est forcé de se distancier publiquement de l'idéologie de son père. Il change même le nom qu'il lui avait donné. Toutankhaton, serviteur d'Aton, le dieu du disque solaire de son père, devient Toutankhamon, serviteur d'Amon, l'ancien dieu du soleil. C'est comme si Amarna n'avait jamais existé. Lorsqu'il entame la construction de son tombeau, Toutankhamon décide de revenir dans la nécropole où tant de pharaons avaient été inhumés avant lui. La vallée des rois, à près de 320 km d'El Amarna. C'est là qu'il repose. Là qu'il est découvert en 1922. Là qu'en 2005 il est extrait de son sarcophage pour subir un scanner. Pour le docteur Hawass et son équipe, les questions qui se posent sont: comment les trois autres momies du KV35 et du KV55 sont arrivées là? Et pour quelles raisons? Les réponses se trouvent peut-être à 320 km au sud du Caire, à El Amarna. C'était autrefois le cœur de l'empire d'Akhenaton. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une étendue de sable et de gravats. C'est ici qu'ont vécu Néfertiti et Akhenaton, le jeune Toutankhamon et tout le clan amarnien. C'est ici que s'est déroulé le drame de leur vie. Une capitale, un royaume, un rêve utopique, tout est réduit à néant. Marc Gabold de l'Université de Montpellier travaille sur ce site depuis 1999. Il explore les tombeaux abandonnés d'Amarna. Il cherche à savoir ce que sont devenus les corps qu'il renfermait. Au cours de ses nombreuses fouilles, il a trouvé divers indices parmi lesquels des fragments du sarcophage d'Akhenaton. Cette preuve a l'appui d'une théorie importante. Les membres de la famille royale ont bien été inhumés à Amarna
avant d'être déplacé dans la fameuse nécropole de Thèbes, la vallée des rois. En ce qui concerne la famille royale d'Amarna, il n'y a aucun doute qu'ils ont été transférés à Thèbes. Et c'est en tout cas certain pour ce qui est d'Akhénaton lui-même. Je crois que le squelette retrouvé dans la tombe numéro 55 de la vallée des rois est celui d'Akhénaton. Et on a toutes les raisons de croire qu'Akhénaton n'a pas été le seul à faire le voyage. Il est vraisemblable que d'autres momies royales ont été transférées dans la vallée des rois, y compris celles des plus proches parents de Toutankhamon. En effet, dans l'ancienne Égypte, aucun voyage n'était plus important que la traversée du fleuve vers la rive ouest, vers la vallée des rois, la porte de la vie éternelle. Par conséquent, Toutankhamon a très bien pu décider de rapatrier les corps de ses plus proches parents pour qu'ils soient à ses côtés dans la mort. Cette théorie peut avoir une importance capitale. Certaines personnes ont pu rester fidèles à Akhénaton. Toutankhamon a régné de l'âge de 9 ans jusqu'à 19 ans. Et à mon avis, c'est pendant ces 10 années qu'il a pu commencer à rechercher son père. Il a envoyé des gens à Amarna. Ils ont pris son crâne et ses os et les ont déposés dans le KV55. Parce que nous sommes maintenant certains que ce cercueil était celui d'Akhénaton. Dans le but de réunir la famille, une réunion familiale dans l'immortalité, Toutankhamon a très bien pu faire exhumer les restes de sa famille des ruines d'Amarna pour les amener dans la dernière demeure des pharaons, la vallée des rois. Son père, sa grand-mère, peut-être même sa mère, tous réunis autour de lui. Nous sommes partis à la recherche de Néfertiti et nous avons trouvé ceux qui pourraient être ses plus proches parents. Tous ensevelis dans la même petite parcelle de la vallée des rois. Peut-être amenés ici par leur célèbre fils, inhumés à proximité, une famille amarnienne enfin réunie. Mais qu'en est-il de Néfertiti? Elle repose peut-être ailleurs, attendant d'être retrouvée dans la vallée des rois. Il reste encore des zones de la vallée qui n'ont pas été fouillées. Il est très possible qu'il y ait d'autres tombes à découvrir. Cette histoire se termine donc comme toutes les bonnes intrigues policières qui ne se déroulent pas dans la fiction mais dans la vraie vie. Elle n'offre pas de conclusion claire et précise, mais elle donne quelques réponses et soulève encore plus de questions. L'identification potentielle d'une famille amarnienne, un suspect mis hors de cause, 2 autres possibles, et un maillon qui les relie tous ensemble. Néfertiti est toujours hors d'atteinte. Quand nous avons essayé de trouver Néfertiti, nous sommes arrivés à une conclusion importante que tout le monde doit connaître. À savoir que la momie que tout le monde prenait pour celle de Néfertiti n'est pas Néfertiti, parce que nous en avons apporté la preuve. Mais l'autre élément crucial est que nous avons réussi à réunir un groupe de personnes et que toutes ces personnes appartiennent à la famille royale d'Amarna. Et c'est un résultat très important. Ainsi, le tombeau du roi Toutankhamon, qui est devenu célèbre pour ses richesses, pourrait un jour revêtir une autre signification. Une sorte de point d'attache, le centre de plusieurs tombes abritant plusieurs membres de sa famille, tous regroupés autour de lui, arrachés aux ruines d'Amarna, une dynastie perdue réunie, une famille à nouveau rassemblée pour son voyage dans l'au-delà.